Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le CAC 40 qui évolue entre deux eaux, entre deux tours de l'élection présidentielle, bien sûr. Le marché parisien, notamment, digère les résultats du premier tour de l'élection présidentielle sans véritable tendance, il faut le dire. On a une tendance positive à Paris. Le secteur banque assurance est plutôt bien orienté et tire la cote avec notamment le titre Société Générale qui se distingue. La banque française a annoncé son retrait de Russie. C'est la fin de l'aventure russe pour Société Générale, une aventure qui avait commencé au milieu des années 2000 avec des prises de participation devenues majoritaires entre-temps dans la banque russe Rosbank. Cette participation sera revendue à un ancien actionnaire de Rosbank. Le marché semble soulagé de voir Société Générale mettre fin à cette aventure russe, le titre Société Générale qui gagne plus de 6%. Nous reviendrons bien sûr sur les enjeux de l'élection présidentielle française, du point de vue de l'économie, du point de vue des marchés également. Des marchés qui semblent accueillir plutôt de manière apaisée les résultats du premier tour. On regarde notamment le spread entre le 10 ans français et le 10 ans allemand qui a plutôt tendance à se resserrer par rapport au léger écartement qu'on avait pu observer dans les jours précédents le premier tour de l'élection française. Sur le plan macro, la semaine sera chargée avec l'inflation américaine pour le mois de mars. La première estimation qui sera publiée cette semaine, ce sera demain d'ailleurs à 14h30 pour l'inflation américaine qui pourrait dépasser allègrement les 8,5% sur un an. Et puis nous aurons bien sûr le meeting de la Banque Centrale Européenne ce jeudi. Notez sur le plan technique que ce sera une semaine d'échéance mensuelle pour les contrats futurs et différents produits dérivés sur indices notamment, une échéance qui sera d'ailleurs un peu avancée puisque vendredi sera un jour férié entre guillemets pour pas mal de marchés en Europe notamment. Ce sera le vendredi saint du week-end de Pâques. La journée de lundi sera une journée fériée également et donc l'échéance se déroulera ce jeudi exceptionnellement cette semaine. Et notez également que cette semaine verra le coup d'envoi des premières publications de chiffre d'affaires et de résultats pour les grandes entreprises à l'issue du premier trimestre 2022. Nous aurons dès demain soir le chiffre d'affaires de LVMH qui donnera le tempo pour le secteur du luxe en Europe et dans le monde. Et puis les banques américaines qui prendront le relais avec les résultats cette semaine attendus de JP Morgan, BlackRock dans la gestion d'actifs et puis Morgan Stanley, Citigroup, Goldman Sachs ou encore Wells Fargo qui publieront également d'ici la fin de semaine. Et il faut le noter, à mi-séance, le CAC 40 se distingue plutôt positivement par rapport aux autres indices européens. Tendance, mon ami, les infos clés du jour, à mi-parcours de cette journée boursière en Europe, c'est avec Alix Nguyen. Après une ouverture en baisse, le CAC regagne du terrain et se stabilise. Les marchés asiatiques ont nettement reculé ce matin. Le CSI 300 chinois et le Hang Seng de la bourse de Hong Kong ont cédé autour de 3% sous l'effet de la hausse plus forte que prévue des prix à la consommation en mars, mais surtout de ceux à la production en hausse de 8,3%. On relève par ailleurs que le confinement prolongé de la ville de Shanghai et l'arrêt corrélé de certaines activités alourdissent la tendance. Retour à Paris donc où on attend une séance bien volatile au lendemain d'un premier tour d'élection présidentielle aux résultats serrés. Cette semaine, de nombreux indicateurs et rendez-vous économiques devraient donner le la. Jeudi se tiendra la réunion du Conseil des gouverneurs de la BCE. L'institution pourrait nous éclairer quant à sa réponse entre une inflation qui va crescendo et une récession redoutée liée à l'Ukraine. Aux États-Unis, il sera encore question d'inflation avec la statistique des prix à la consommation de mars. La situation en Ukraine préoccupe toujours les marchés avec entre autres la question des sanctions sur les hydrocarbures russes. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne doivent se réunir aujourd'hui à cet effet. Et puis autre facteur déterminant pour les marchés, les prochains jours marquent l'ouverture de la saison des résultats du premier trimestre avec notamment ceux des grandes banques américaines. En France, 3 composantes du CAC nous feront part de leur chiffre d'affaires trimestriel. LVMH demain soir, puis Hermès et Publicis. Sur le fond des valeurs, les banques sont convoitées
elle profite du resserrement des écarts de rendement entre l'OAT française à 10 ans et le Bund allemand de même échéance. Et puis Société Générale voit son titre bondir dans le sillage de BNP Paribas et Crédit Agricole. La banque met fin à ses activités en Russie via la cession prévue de la totalité de sa participation dans Rosbank, mais aussi de ses filiales d'assurance dans le pays. Tendance, mon ami, c'est chaque jour à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart avec Alix Nguyen. Les enjeux de marché sur le plan technique, notamment avec cette semaine d'échéance mensuelle. Nous en parlons chaque lundi à la mi-journée avec les équipes de Bourse Direct. Romain Debré est à mes côtés en plateau. Bonjour Romain. Bonjour. Bienvenue. Effectivement, on sort d'une semaine qui a été marquée par un trou d'air à nouveau sur les indices actions. Et puis on voit une forme de stabilisation en ce début de semaine avec un environnement général qui incite toujours les opérateurs à beaucoup de prudence. Il faut peut-être le souligner à nouveau, Romain. Oui, manifestement, c'est ce qui permet au marché de tenir dans l'immédiat. Peut-être ce qui repousse, en tout cas, le risque d'une accélération baissière marquée. Une accélération baissière, c'est possible à tout moment dans ce contexte de marché, évidemment. Mais le consensus, tant du côté des options, qui indique que les portefeuilles sont toujours couverts, ils le sont toujours déjà sur l'échéance à venir du mois de mai, montre que les opérateurs sont prudents. La volatilité en témoigne aussi. On a une volatilité assez haute sur l'indice parisien, au-delà de 29 autour de 29 sur mai, toujours. Elle est un peu plus détendue aux États-Unis, aux alentours de 22, mais ça reste quand même des niveaux de volatilité qui montrent un peu de méfiance. Et puis le consensus global qui se demande, et à juste titre, comment font les marchés pour tenir sur ces niveaux, compte tenu du contexte général. Donc, oui, de la méfiance. Et une situation un peu paradoxale avec des vendeurs qui ont un peu pris la main en termes de position spéculative sur le futur CAC 40, puisqu'on a vu la création, l'ouverture et le renforcement de la position nette spéculative contre 6730, 6740 points, qui était la borne haute d'un grand trading range, depuis lundi dernier à peu près, et donc qui est une position qui est à la faveur des vendeurs. Et on entame une semaine technique, une semaine d'échéance des marchés dérivés, écourtée, avec beaucoup de rendez-vous comme vous l'indiquiez. Donc, la volatilité promet d'être intéressante, qui est, encore une fois, on va le voir de façon graphique et technique, des signaux assez contradictoires qui militent pour le scénario qu'on estimait le plus probable pour l'instant, la latéralisation, une stagnation, une consolidation entre des bornes relativement bien testées et un marché qui reste pour l'instant technique. Ouais. Si on prend le grand indice américain de référence, le S&P 500, quelle est la configuration du S&P 500 et quels sont les commentaires que cette configuration appelle selon vous, Romain ? Bien, on est allé rebondir pile, et elle est testée pendant 3 semaines, c'est un graphique hebdomadaire que vous avez sous les yeux, la zone de réactivation haussière, la zone sous laquelle l'indice S&P avait construit sa figure de retournement baissière. C'est valable, ce scénario-là et ce schéma, pour la plupart des grands indices majeurs. C'est plus ou moins flagrant selon les indices, comme on avait parlé du DAX la semaine dernière, qui était le cas emblématique, à mon sens, de ce cas de figure-là, puisqu'il a vraiment touché 14 950 et il est repassé en dessous. Mais sur les indices américains, qui sont les indices forts toujours, on a une hésitation, et puis ces grandes mèches qu'on voit au-dessous de 4535 et un rejet en fin de semaine dernière, avec pour l'instant pas d'alerte baissière majeure et une possibilité de latéralisation qui est un des scénarios les plus plausibles. Une accélération baissière complémentaire, mais peut-être pas dans l'immédiat compte tenu de ces éléments de prudence qu'on lit et qu'on constate un peu partout. Et puis l'attente des résultats trimestriels aussi, qui va être un peu, à mon avis, le déclencheur de certaines choses. Peut-être pas tant sur les indices, et c'est peut-être pour ça que les indices vont réussir à se maintenir, parce qu'on voit et on commence à constater qu'il se passe énormément de choses à l'intérieur des indices eux-mêmes. Donc un grand trading range sur le S&P, tant qu'on est au-dessus de 4170 points, il n'y a pas d'alerte majeure. L'alerte de court terme sous 4348, ce serait déjà un signal de faiblesse. Et puis il faudrait se réinstaller. On ne voit pas très bien comment dans l'immédiat, encore une fois, au-dessus de 4535 et autour, pendant plusieurs clôtures, voire au moins une semaine, pour considérer qu'on s'éloigne d'un risque baissier. Aller former de nouveaux plus hauts dans l'immédiat, je ne vois pas quels sont les drivers, mais le marché réserve toujours des surprises. Donc pourquoi pas, mais c'est le scénario minoritaire, en tout cas à court terme, et compte tenu de la visibilité qu'on a. Quand on regarde un indice américain comme le S&P 500, évidemment, il faut regarder les poids lourds qui ont un poids particulièrement important dans les indices américains. On parle depuis des années maintenant de ce phénomène de concentration indicielle autour de quelques valeurs. Apple étant évidemment une de ces valeurs poids lourds du marché américain. Qu'est-ce qu'on peut dire là de la configuration du titre Apple, Romain ?
Alors que déjà, c'est un cas d'école technique qu'on suit ensemble depuis plusieurs semaines. On avait évoqué la sortie d'un biseau baissier, la possibilité de retourner chercher une zone située aux alentours de 177. L'arrivée sur cette zone avec un premier gap, ou un dernier gap qu'on appellerait gap d'épuisement, le premier qui était entouré de rouge, et puis une stagnation pendant 2 jours. Et la semaine dernière, c'est un graphique en journalier que vous avez là, et dans le courant de la semaine dernière, une rupture, et donc un gap qui pourrait être un gap de rupture cette fois-ci, indiquant la fin du rebond précédent. Donc pour l'instant, un cas assez propre, un indice, une valeur qui se comporte et qui est très emblématique du S&P et du Nasdaq bien entendu, et qui se comporte de façon très harmonieuse en termes graphiques et qui donne des signaux de faiblesse cette fois-ci. Pas de figure de retournement majeur à proprement parler dans l'immédiat. On pourrait considérer que les points hauts de la fin de l'année et les points hauts récents forment ce qu'on appelle un double top, un double sommet, puisque l'écart est suffisant. Ça, il faudrait dézoomer pour que ce soit plus lisible. Mais pour l'instant, l'alerte baissière ne s'est pas mise en place. Mais on voit que le momentum manque, que les volumes sont un peu plus lourds à la baisse et que le schéma technique d'une consolidation au moins à court terme est en place. Le retournement, il serait quand même beaucoup plus bas. Il faudrait repasser sous 154. On a un petit peu de temps, mais les alertes se rapprochent et la faiblesse est lisible. Comment est-ce que la situation se translate sur le CAC 40, le futur CAC même, pour le mois d'avril, donc qui arrivera à expiration ce jeudi? Quels vont être les enjeux de court terme là, pour l'indice parisien, Romain? C'est 6456, 6814, le grand trading range, 6746, la borne haute un peu plus serrée. Et on a différents éléments à surveiller. Alors ce fameux gap du 16 mars dernier, qui était potentiellement un gap de rupture, et ces signaux de faiblesse la semaine dernière, qui, je vous dis, donnent des éléments un peu contradictoires, on est allé mettre quelques pieds à l'intérieur de ce gap, et ça c'est pour un gap de rupture, pas très bon signe, c'est un signal de faiblesse sur ce gap. Il ne faudrait pas qu'il soit comblé, ce ne serait plus un gap de rupture, ça pourrait être dans ce cas-là un gap de continuation et qui aurait une vocation moins intéressante, moins importante. Donc il y a cette faiblesse, mais pour l'instant le niveau est préservé, même si on l'a testé 2 fois. Donc c'est le cercle rouge que vous voyez là qui est notre alerte. Sous ce niveau-là, ce serait déjà un signe de faiblesse, et la sortie de ce grand trading range intéressant. Par ailleurs, il y a cette grande zone de congestion qui a été travaillée la dernière quinzaine de mars, qui est entourée de bleu, ce grand rectangle bleu. On voit qu'on bute à l'intérieur. On est allé la chercher 2 ou 3 fois la semaine dernière, 2 fois. Cette semaine, à nouveau, on réussit à s'installer un peu plus haut dans cette zone de congestion. On n'arrive pas à déborder la médiane du trading range qui est 6640. Donc ça va être le là. Est-ce qu'on arrive à se réinstaller au-dessus? On va prendre un petit biais un peu plus positif. Encore une fois, pour l'instant, rien ne l'indique, et la tendance est vraiment neutre à Paris. Nos alertes et nos niveaux sont bien définis. Les points sont vraiment extrêmement techniques, et donc l'installation ou le franchissement ou la rupture d'un point va être vraiment significatif pour la suite. C'est plus à l'intérieur de l'indice, à mon avis, qu'il faut regarder. Et voilà, oui, derrière cette neutralisation des indices, ou ce phénomène de latéralisation, comme vous dites, il y a des secteurs qui ont de vraies dynamiques, et des dynamiques qui sont significatives aujourd'hui. Alors, parmi les exemples qu'on peut prendre, il y a le secteur de l'énergie, mais au sens mondial du terme, Romain, pas uniquement à Paris ou en Europe. Et on voit très bien là cette accélération haussière. Donc on prend comme support un ETF de chez Lyxor, mais qui reflète la dynamique de ce secteur énergétique. Très puissante ces dernières semaines. Très puissante. C'est un mouvement hyper important. Ce secteur globalement, qui est composé des plus grands acteurs du gaz et du pétrole, donc Exxon, BP, Total, parmi les autres, n'avait pas de tendance globalement. Si on regarde ce graphique, et les 2 bornes 195, 313. Alors c'est de la fluctuation, c'est important, mais il n'avait pas de tendance depuis 2012, et on voit qu'il sous-performait. J'ai utilisé ici un élément intéressant qui est en dessous graphique et technique, qui s'appelle la force relative. C'est un outil très simple, mais qui marche très bien en analyse graphique, qui permet de détecter les grosses tendances. Petit point de technique, mais dans le marché, on n'essaie pas de deviner en analyse graphique ce qui va se passer, même si parfois c'est assez surprenant en valeur prédictive, mais on essaie de détecter ce que font les grosses mains. Et depuis 2012, on constatait que ce secteur sous-performait. On voit cette oblique noire qui a buté plusieurs fois, 4 ou 5 fois, sur la force relative qui a buté sur cette oblique noire 4 ou 5 fois depuis 2012. Et là, elle est franchie depuis début 2022 de façon puissante, en même temps qu'on sort du trading range. Ça, c'est un signe vraiment majeur, c'est un signe vraiment important, et il se passe quelque chose sur ce secteur-là de façon fondamentale. C'est un secteur qui surperforme, qui lui forme de nouveau plus régulièrement, alors que les indices eux-mêmes soit baissent, soit stagnent. Donc il y a quelque chose qui se passe de très concret. Oui, ce qui est assez cohérent, comme vous dites, avec l'analyse fondamentale
fondamentale qu'on peut faire de la situation. Exactement. Sur le plan de l'énergie, des besoins en approvisionnement énergétique qu'on peut avoir aujourd'hui dans le monde. Exactement, et ça donne aussi un élément intéressant quant à la faiblesse ou la fragilité possible des marchés. On constate qu'effectivement les indices donnent des signaux de faiblesse. On est peut-être dans une vague B de rebond du chat mort, mais qui peut se prolonger, on l'avait évoqué ensemble, quelques semaines, quelques mois, dans les années 2000 ou 2008, ça s'était prolongé pendant 4 ou 5 mois avant de rebaisser. Et en tout cas, il y a toujours de l'intérêt pour certains secteurs, pour certains actifs, et c'est là où on disait stock picking, même si la logique sectorielle est compliquée en ce moment, il y a quelques secteurs qui vraiment marquent des signaux d'intérêt importants et des investisseurs qui sont toujours là et qui rentrent. Et probablement, quand on voit des mouvements comme ça, ce sont des mains fortes, et ce sont des mains fortes pour longtemps. C'est ça, intéressant. C'est pas un pari, c'est un investissement de long terme pour certains investisseurs, en tout cas, qui suivent ces tendances lourdes. Alors, on peut noter aussi le secteur de la santé, qui est au plus haut historique aujourd'hui en Europe ou aux États-Unis. Et puis, il y a également l'histoire du secteur des télécoms. Là aussi, alors, secteur très défensif, avec du dividende, donc qui rassure d'une certaine manière les investisseurs actions. Le secteur des télécoms fait partie des secteurs forts aujourd'hui. Oui, il l'est aussi. On aurait pu utiliser la force relative qui en indiquait de la même façon. J'ai simplifié le graphique. Il y a ce canal baissier, effectivement, qui est débordé. Alors, il y a une tentative de débordement fin 2021, des trous d'air, mais ça reste un secteur et un panier de valeurs qui, pour l'instant, surperforme et qui est en train de déborder le niveau de résistance important et donc qui marque de la même façon un certain intérêt. On a donc la sortie de ce canal qui était travaillé, chahuté, mais qui est quand même maintenant un actif qui reste surperformant. On pourrait le comparer à d'autres secteurs. Le secteur technologique, lui, est sous-performant graphiquement globalement. Et si on utilise de la même façon la force relative, on constate que lui est à la lisière et est en train de repasser sous-performant. Ça va se décider probablement dans les jours à venir et au moment de la publication des résultats des entreprises. Il semblerait que dans ce secteur-là, le retard accumulé soit en train de se combler et que les mains fortes qui pouvaient décider des prix soient obligées de commencer à faire des concessions. Et ça pourrait diminuer les marges et donc la toute-puissance du secteur des semi-conducteurs dont on parle depuis plusieurs mois. Il y aura toujours de l'intérêt. Je ne suis pas en train de dire que tout ça va se retourner brutalement et qu'on va plus... Non, mais en relatif, il y a quelque chose de différent. Mais en relatif, les mains fortes du marché cherchent autre chose manifestement. Et puis intéressant, alors, quand on plonge au sein d'un secteur, et le secteur du luxe est un secteur emblématique à Paris, je rappelle qu'on aura notamment les chiffres d'affaires de LVMH ou encore Hermès cette semaine. Intéressant de noter, comme vous le disiez, que derrière les indices, il y a des tendances sectorielles et au sein d'un même secteur, il y a des tendances qui sont parfois très divergentes. Oui, le secteur du luxe qui en France est très représenté au sein de l'indice parisien est un secteur compliqué pour l'instant à suivre en lui-même. En revanche, individuellement, on constate des écarts qui se mettent en place pour les valeurs. Et vous avez ici la comparaison sous forme de graphique hebdomadaire en haut du graphique d'Hermès et en bas du graphique de Kering. On voit qu'elles avaient des parcours très similaires historiquement, avec quelques écarts par moment, mais globalement très similaires. Et puis, depuis le mois de novembre, une dissension qui s'est créée entre les deux. Hermès est allé former de nouveaux plus hauts pour rebaisser assez fortement derrière, mais Kering n'y est pas parvenu. Et là, depuis un mois, Hermès forme rebondit, alors que Kering continue dans un trend baissier qui est bien marqué et ne se remet pas manifestement de cette accélération baissière de l'été dernier qui avait commencé, on le rappelle, le 16 août, à la semaine du 16 août, avec une baisse significative, 20% de baisse en une semaine et avec des volumes 3 fois supérieurs à la moyenne. Donc cette alerte a l'air de se confirmer pour l'instant. Les résultats vont peut-être invalider, les résultats trimestriels vont peut-être invalider cette lecture, mais pour l'instant, on constate que dans un même secteur, on n'a pas les mêmes logiques. On rappelle qu'aux dernières publications trimestrielles, justement, elles qui s'entraînaient mutuellement les unes les autres, les valeurs du luxe, ne le faisaient plus et qu'une bonne publication d'LVMH n'avait pas permis à Kering de remonter, par exemple. Et c'était le cas pour d'autres, Moncler et autres, qui n'avaient pas entraîné tout le reste. Phénomène de dispersion intrasectorielle qui est à suivre avec, vous le disiez et vous le rappeliez, effectivement, le coup d'envoi des publications et le luxe sera notamment à l'honneur cette semaine. Semaine qui sera marquée par l'échéance avancée d'un jour. Donc on se retrouve jeudi à 17h avec les autres sorciers pour l'échéance mensuelle du mois d'avril sur les marchés dérivés. Romain Debré avec nous chaque lundi à 12h30 pour le plan de trading, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct.
Et venons-en à l'événement politique de ce début de semaine. Évidemment, les résultats du premier tour de l'élection présidentielle française. C'est Nadia Garbi qui est avec nous en visioconférence depuis Genève, économiste chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Nadia. Évidemment, le domaine politique est un domaine d'analyse particulier quand on est, comme vous, économiste de marché. Mais de votre perspective d'économiste de marché, Nadia, quels sont les commentaires que l'on peut faire au lendemain des résultats du premier tour de l'élection présidentielle française et de la manière dont les marchés appréhendent et digèrent également ces résultats? Oui, alors je dirais que c'est un duel qui est attendu. Alors c'est vrai que nous, on voit ce duel comme étant plus serré qu'en 2017 pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que c'est vrai que par rapport à 5 ans en arrière, Marine Le Pen va pouvoir compter sur un certain nombre de reports de voix, notamment des reports de voix au niveau du parti d'Éric Zemmour, la Reconquête. Et puis aussi, elle a une image un peu qu'on peut qualifier d'un peu plus modérée, en tout cas point de vue de l'extérieur. Si on regarde son programme économique, on voit qu'elle a certaines mesures qui pourraient attirer des électeurs tant à gauche qu'à droite. Alors à droite, on peut mentionner les baisses d'impôts et notamment l'exonération d'impôts pour les moins de 30 ans qui pourrait un peu séduire les jeunes. Et je dirais qu'à gauche, elle a aussi un certain nombre de mesures qu'on peut catégoriser de sociales, comme par exemple les réindexations des pensions, une revalorisation des pensions minimum. Enfin, sur l'énergie, elle a tout de même un programme aussi assez fort avec une baisse de la TVA de 20% à 5,5% sur les produits liés à l'énergie, mais aussi les biens de première nécessité. Donc on voit qu'elle va essayer de ratisser très large, et on pourrait avoir deux stratégies différentes entre Macron et Le Pen, avec d'un côté Macron qui va essayer de réactiver ce front républicain, et d'un autre côté Marine Le Pen qui va, elle, justement essayer de faire éveiller ce vote anti-Macron. Donc je dirais que le duel est plutôt plus serré qu'en 2017, et il y a une certaine, en tout cas sur les marchés, une certaine complaisance sur le résultat potentiel de ces élections. Et la clé reste que feront les plus de 7 millions d'électeurs qui ont voté Jean-Luc Mélenchon au deuxième tour. Je pense vraiment que c'est la clé pour le deuxième tour. Et oui, chaque élection locale présente des caractéristiques et des spécificités qui sont parfois difficiles à analyser pour des investisseurs globaux. Mais vous dites à ce stade, attention, oui, effectivement, il y a l'effet mémoire de 2017, mais la situation est peut-être différente cette fois, et la manière dont les marchés semblent soulagés, on va le dire comme ça, ce matin, c'est une situation qu'il faut peut-être prendre avec un peu de recul, un peu de précaution, Nadia. Tout à fait. Alors c'est vrai qu'on a vu les taux, le spread français se resserrer un peu ce matin, donc effectivement une forme de complaisance. Je pense vraiment que le débat de l'entre-deux tours sera clé pour, en tout cas pour les marchés. Et après, c'est vrai que on voit que les marchés sont soulagés, je dirais, d'avoir Macron au premier tour, ouais, devant Marine Le Pen, qui fait un meilleur score d'ailleurs qu'en 2017. Oui, et puis n'oublions pas, après le deuxième tour, viendra le temps des élections législatives, etc. Et tout ça sera important quand même pour la gouvernance de la France. Donc il y a encore une séquence politique qui va nous amener jusqu'au mois de juin quasiment en France de ce point de vue-là. L'autre enjeu important, aux côtés de la politique, ça reste la politique monétaire en zone euro, avec un meeting du Conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne prévu ce jeudi 15 avril, Nadia. La dernière communication lors du dernier Conseil des gouverneurs, c'était que l'inflation était devenue une préoccupation unanime au sein du Conseil. Quels sont les enjeux en termes de communication, en termes de décisions futures à ce stade pour la Banque Centrale Européenne ? Oui, alors je dirais que vraiment ce qui préoccupe les marchés, c'est la politique des banques centrales, tant celle de la Réserve fédérale que de la Banque centrale européenne. Ce qu'on voit, comme vous le disiez, à la BCE, c'est que l'inflation domine vraiment les préoccupations, moins la croissance. On voit aussi un conseil des gouverneurs qui est mal à l'aise avec
avec les chiffres d'inflation actuels, plus de 7% en zone euro, avec des grosses divergences par pays. Donc jeudi, on pourrait avoir une BCE qui soit plus explicite sur le programme d'achat d'actifs, avec potentiellement un signal fort d'une fin d'achat à la fin juin, ce qui ouvrirait la porte pour une potentielle hausse en septembre de cette année, ce qui n'est pas notre scénario. Nous, on table sur une première hausse en décembre, mais c'est tout de même un scénario qu'on ne peut pas écarter. On voit vraiment une BCE qui est non seulement préoccupée par l'inflation de court terme, mais qui met également en évidence des facteurs structurels qui pourraient pousser à moyen terme l'inflation au-dessus de 2%. Qu'en est-il de la prise en compte d'un scénario de risque sur la croissance, notamment? J'ai en tête le dernier discours, les dernières communications de Philippe Lane, par exemple, chef économiste de la BCE, qui prévient qu'il faut quand même que la Banque centrale européenne soit attentive au risque sur la croissance et soit prête éventuellement à renverser ou adapter le rythme de sa normalisation, voire de son réglage de politique monétaire. Qu'est-ce que ça implique pour une banque centrale comme la BCE aujourd'hui, l'idée qu'il faut maintenir peut-être une ligne de défense ou être prête au cas où? Oui, alors vous soulevez un très bon point. C'est vrai que la croissance reste une préoccupation en zone euro. L'outlook est compliqué et c'est vrai que garder une certaine marge de manœuvre, de la flexibilité pour une banque centrale comme comme la BCE est clé. Et c'est vrai que ce sera intéressant d'écouter Lagarde sur ce sujet, notamment sur les questions autour de la croissance et autour du scénario de la BCE au niveau de la croissance. Et on a eu aussi des rumeurs sur de potentiels plans après fin du programme d'achat d'actifs, parce qu'au fond, on ne sait pas vraiment comment est-ce que la BCE va éviter la fragmentation potentielle en zone euro qui peut avoir lieu lors de son processus de normalisation. Il ne faut pas l'oublier qu'une des choses importantes en Europe, c'est d'éviter cette fragmentation, d'avoir des taux italiens qui montent beaucoup plus que des taux allemands. Donc, comment est-ce que la BCE, sans achat d'actifs et seulement avec des réinvestissements, pourra éviter la fragmentation? Donc là aussi, ce sera intéressant d'écouter Christine Lagarde sur ce sujet. Et juste, quand on fait les maths, Nadia, effectivement, la seule politique de réinvestissement du bilan de la Banque centrale européenne ne serait pas forcément suffisante en cas de stress de marché? Ne serait pas forcément suffisante. Alors, il ne faut pas oublier que c'est vrai qu'on n'a pas vraiment de gros... au niveau du calendrier politique, les élections françaises sont importantes. Puis ensuite, il faudra attendre le printemps prochain pour avoir de grosses élections en Italie. Mais toutefois, on peut avoir un écartement des spreads liés à d'autres préoccupations. Prenons l'exemple, si Le Pen venait à gagner ces élections, on commencerait potentiellement à s'inquiéter de la soutenabilité de la dette française et potentiellement de celle européenne. Et on sait que, par exemple, les taux italiens sont les premiers à réagir quand on a un risque au niveau de la soutenabilité des dettes, non seulement italiennes, mais aussi d'autres pays. Donc on pourrait avoir une réémergence du risque souverain en zone euro, ce qui compliquerait la normalisation en Europe. Discours attendu, communication de la Banque centrale européenne et conférence de presse attendue ce jeudi, donc du côté de Francfort. Merci beaucoup Nadia, merci pour votre analyse et votre éclairage de marché en ce début de semaine. Nadia Garbi qui était avec nous en visioconférence depuis Genève, économiste chez Pictet Wealth Management. Voilà pour cette édition de Smart Bourse de la mi-journée. On se retrouve à 17h pour une nouvelle heure d'émission en direct sur Bismart.